juste après la destruction du Beth Amikdash qui a lieu en moins 68 ou moins 70 selon les différentes opinions. On a à peu près quelques années plus tard l'histoire de Masada. Masada qui a été aussi construit par Hérode à la base. Il y a un groupe de juifs sous la direction de Elazar Ben Yair qui se réfugient là-bas, environ un millier de juifs qui se réfugient là-bas. Et lorsqu'ils voient qu'ils vont être pris par les Romains, finalement, ils se suicident tous. C'est la fin de la révolte des Juifs contre l'Empire romain. Donc, ils sont, comme on l'a expliqué, ils sont dispersés à travers tout l'Empire romain, jusqu'en Angleterre, France, Allemagne, Espagne, même certains jusqu'en Inde. Une bonne partie va rejoindre la grande communauté juive qui est toujours à Bavel. Et c'est là que l'exil de la diaspora commence. C'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque. Et à cause justement de cette dispersion, on va essayer maintenant de comprendre comment les sages ont mis en place la suite de la transmission de la Torah. La Gemara dans Avodah Zarah, page 9a, nous enseigne que sur les 6000 ans donc, de l'existence de notre monde, il faut la séparer en 3. Et la deuxième partie, donc le deuxième tiers de l'existence de notre monde, on les appelle les 2000 ans de Torah. Les 2000 ans de Torah, ça veut dire qu'à peu près de Matan Torah jusqu'à Ezra, la Gemara fait le décompte exact, donc à peu près du don de la Torah jusqu'à Ezra à Sofer, on a à peu près 1000 ans de Torah, et là où on clôture donc le Tanakh, la Bible, et encore ensuite environ 1000 ans jusqu'à la fin du Talmud, qui est plus ou moins entre moins 400, de moins 400 à plus 600. La deuxième partie de cette période, donc des 2000 ans de Torah, c'est la partie qui nous intéresse particulièrement, parce que, comme on l'a expliqué avec les événements de l'époque, le peuple juif est complètement bouleversé, et il n'y a plus de Beth Amikdash, et le peuple juif est complètement dispersé à travers les nations, donc c'est beaucoup plus difficile d'assurer la transmission de la Torah. Et c'est là qu'on peut se rendre compte des efforts investis, comment Hachem a fait en sorte d'envoyer exactement les bonnes personnes au bon moment, qui vont investir tous les efforts qu'il faut pour que cette Torah continue là. Alors au début, on a parlé déjà de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a rencontré Vespasien pour sauver Yavneh et ses Chachamim. Donc c'est lui qui tient le rôle au début de la transmission de la Torah. Lui, c'est un des plus jeunes élèves de Hillel Hazaken. On voit déjà que juste après la destruction du Beth Amikdash, il est niftar environ une dizaine d'années après la destruction du Beth Amikdash, et il met en place plusieurs décrets. On va en rapporter ici deux décrets principaux. Le premier qui est que, on sait qu'à l'époque du Beth Amikdash, seulement dans le Beth Amikdash on prenait le loulav 7 jours, et à l'extérieur du Beth Amikdash on prenait le loulav que le premier jour de Sukkot. Lui, il instaure à partir de maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash qu'on prenne le loulav pendant tous les 7 jours de Sukkot. Justement pourquoi? Étant donné que l'exil risque de durer longtemps, qu'on n'oublie pas qu'au Beth Amikdash on prenait le loulav pendant 7 jours. Donc il instaure qu'à présent tout un chacun doit prendre le loulav pendant les 7 jours de Sukkot. Deuxième takana, on sait que il y a le Korban à Homer, donc on commence à compter donc le compte du Homer le deuxième jour de Pessah. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là qu'on a porté le Korban à Homer, et c'est à partir de ce jour-là qu'on peut consommer la nouvelle récolte. Tant qu'on n'a pas approché ce Korban-là, on peut pas commencer à manger ce qu'on appelle le Chadash, la nouvelle récolte de l'année. Alors ça, à l'inverse de la première takana, au contraire, c'était une takana qui était faite au cas où, qui pensait déjà à la reconstruction de Beth Amikdash. Et je vais l'expliquer de la manière suivante. Ça veut dire que, d'après la Torah, s'il n'y a pas de Beth Amikdash ou pas de possibilité d'approcher le Korban à Homer, alors dès le matin du deuxième jour de Pessah, déjà on peut commencer à consommer la nouvelle récolte. Le Korban était approché au milieu de la journée, donc lorsqu'il y avait le Korban, on pouvait commencer à manger la nouvelle récolte au milieu de la journée. S'il n'y a pas de Beth Amikdash, on peut commencer dès le matin, d'après la Torah, à manger cette nouvelle récolte. Maintenant, que se passe-t-il maintenant que le Beth Amikdash est détruit? Donc on commence à manger la récolte dès le matin. Imaginez maintenant, un beau jour, Bezrat Hashem, le Beth Amikdash sera reconstruit, que ça arrive de nos jours, et les Bnei Israël continuent à commencer à manger la récolte quand? Dès le matin. Or, le Korban Homer n'a pas été approché. Donc lui, il a instauré que pendant toute la journée du 16 Nissan, d'accord, donc le deuxième jour de Pessah, on ne peut pas consommer la nouvelle récolte. Comme ça, lorsque le Beth Amikdash sera reconstruit, maximum les Bnei Israël continuent comme avant, ça veut dire à manger la nouvelle récolte quelques heures après qu'on ait approché le Korban. Comme ça, il n'y aura pas de problèmes qui seront causés.
Maintenant, Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui, il a 5 élèves principaux. Rabbi Eliezer ben Orkenos, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossi Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel et Rabbi Elazar ben Arach. Comme on aura l'occasion de le voir Be'ezrat Hashem, on se concentrera la prochaine fois sur les différents Nessi'im à travers les époques. Ça va nous permettre d'avoir un fil conducteur pour comprendre toute la généalogie des Tanaïm. Rabbi Eliezer ben Orkenos était un des rabbanim donc de Rabbi Akiva. Donc à travers la direction du Sanhedrin, on va voir comment les Nessi'im petit à petit ils sont arrivés jusqu'à ce qu'on appelle la création de la Mishnah.